Je suis Guy Lebègue, centralien promotion 1962, avec pour marraine la délicieuse chanteuse Barbara, qui vient à la fin de notre scolarité nous régaler d'un beau concert dans le Grand Amphi. Je commence ma carrière par un stage de pré-situation, avant de partir faire mon service militaire dans l'armée de l'air, de 3 mois en septembre 1962, dans l'usine Sud-Aviation de Courbevoie, au service pilotage-guidage des missiles. À mon retour du service en avril 1964, j'intègre l'usine de Cannes dans le service simulation analogique et numérique dirigé par Karl Thorn, un Allemand ayant travaillé sur des missiles V2, dépendant du département calcul dirigé par Paul Gross. Passant dans de nombreux services et départements, du temps de Sud-Aviation puis Aérospatiale en 1970, puis Alcatel Space en 1998, je pars en retraite en 1999. Dans les années 1970, j'ai la chance de travailler sur les premiers satellites météorologiques Météosat, intégrés à l'équipe comme responsable de la qualité image. Mais j'en reparlerai plus tard. En 2006, une association se crée pour mettre en valeur le patrimoine historique de cet établissement, Cannes Aérospatiale Patrimoine, CASP. J'y suis convié et élu au conseil d'administration en 2008 pour prendre le poste de trésorier. Le 15 janvier 2010, je crée l'encyclopédie historique de l'établissement CASP-Wiki, utilisant le même logiciel libre MediaWiki que pour la grande encyclopédie mondiale Wikipédia. Elle comprend déjà beaucoup de données sur des centaines de satellites réalisés. En 2011, je suis élu président. En 2020, sur recommandation de la direction de l'établissement de rajeunir le conseil d'administration, je ne me représente plus à la présidence, laissant celle-ci à Philippe de Rennes. La météorologie. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent, dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés tels que la pression, la température et l'humidité. Le mot vient du grec ancien météoros, qui est au-dessus de la Terre, qui désigne les particules en suspension dans l'atmosphère, et logia, discours ou connaissance. C'est une discipline qui traite principalement de la mécanique des fluides et de la thermodynamique, mais qui fait usage de différentes autres branches de la physique, de la chimie et des mathématiques. Purement descriptive à l'origine, la météorologie est devenue un lieu d'application de ces disciplines. Pour ce faire, elle doit s'appuyer sur un réseau cohérent d'observations. Le premier du genre, qui concerne un territoire multinational étendu, apparaît en 1854, sous la direction du français Le Verrier, qui établit un réseau européen de données atmosphériques et fonctionne de manière opérationnelle dès 1856. La météorologie moderne permet d'établir des prévisions de l'évolution du temps en s'appuyant sur des modèles mathématiques à court et comme à long terme qui assimilent les données de nombreuses sources dont les stations, les satellites et les radars météorologiques. La météorologie a des applications dans les domaines très divers comme les besoins militaires, la production d'énergie, les transports aériens, maritimes et terrestres, l'agriculture, la médecine, la construction, la photographie aérienne ou le cinéma. Elle est également appliquée pour la prévision de la qualité de l'air. Histoire de la météorologie. L'histoire de la météorologie connaît 4 périodes. La préhistoire. Homo sapiens est une espèce de primate originaire d'Afrique qui s'est aujourd'hui répandue et naturalisée sur l'ensemble de la planète. Les plus anciens fossiles connus de cette espèce sont datés d'environ 300 000 ans. Pour s'abriter des phénomènes météorologiques, évitant que le ciel ne leur tombe sur la tête, ils vivent dans des grottes. Ce sont des troglodytes. Mais progressivement, au fur et à mesure de l'apparition des outils, ils aménagent ces habitations sommaires, voire même créant des tombeaux. Durant cette période, apparaissent des peuples nomades qui sont obligés de créer un habitat précaire lors des arrêts. La construction d'un toit les protège de la pluie. L'Antiquité est une époque de l'histoire allant de la période de l'invention de l'écriture vers 3300-3200 avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et couvre l'Europe, l'Asie occidentale et le nord de l'Afrique. Très tôt durant l'Antiquité, les hommes essaient d'interpréter les phénomènes météorologiques qui rythment leur vie, le plus souvent les considérant comme une volonté des dieux.
5e siècle. À compter de cette époque, à la chute de l'Empire romain d'Occident, commence une troisième période. Elle s'inscrit dans un immobilisme scientifique qui va jusqu'à la Renaissance. Ce ne sont alors pratiquement que des dictons météorologiques comme « un ciel rouge au coucher du soleil est signe de beau temps le lendemain ». Moderne, cette quatrième période est la naissance de la météorologie moderne et donc la fin de l'empirisme et des dictons. L'idée d'effectuer des observations régulières comme base de travail en météorologie revient. Vers 1760, Antoine Lavoisier établit quelques relations pour prévoir le temps. L'Antiquité. Très tôt, durant l'Antiquité, les hommes essaient d'interpréter les phénomènes météorologiques qui rythment leur vie, le plus souvent les considérant comme une volonté des dieux. Durant cette période, les Chinois sont les premiers à avoir une démarche rigoureuse face aux phénomènes météorologiques. Ils effectuent des observations de manière régulière. Les Grecs sont les premiers à adopter une approche d'analyse et d'explication rationnelle. À cette époque, la météorologie regroupe de nombreux domaines comme l'astronomie, la géographie ou encore la sismologie. Pour toutes les civilisations agricoles ou pastorales, le temps qu'il fait ou qu'il fera a toujours été une préoccupation importante. Dans l'Antiquité chinoise, le premier ouvrage concernant la météorologie est le Neijingsu Wen, fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, comprenant des observations et même des prévisions. En Inde, les périodes de mousson mènent aux premières mesures de quantité de précipitations tombées, ainsi qu'à des prévisions vers 400 avant Jésus-Christ. À la même époque, soit en 350 avant Jésus-Christ, le terme météorologique est créé par le philosophe grec Aristote pour décrire ce qu'on appellerait les sciences de la Terre de façon générale et non le domaine exclusif de l'étude de l'atmosphère. En particulier, il décrit le cycle hydrique. Le Soleil, se déplaçant comme il le fait, met en branle un processus de changement, de devenir et de déclin qui, par son action, élève la plus fine et douce eau chaque jour, la dissout en vapeur et la transporte vers les hauteurs où elle se condense à nouveau par le froid et retourne ensuite à la terre. Un autre philosophe, Théophraste, publie en 300 avant Jésus-Christ Les signes du temps, premier ouvrage de prévision météorologique en Europe. Shen Kuo, 1031-1095, un lettré ayant travaillé en météorologie, écrit plusieurs descriptions de tornades et donne raison à une théorie de Sun Tsikung, expliquant que les arcs-en-ciel, qui sont formés par l'ombre du soleil sous la pluie, se produisent lorsque le soleil brille sur lui. Un autre chinois, Qing Juachou, 1202-1261, met au point des pluviomètres largement utilisés pendant la dynastie des Song du Sud pour recueillir les données météorologiques sur les précipitations et est le premier à utiliser des nivomètres pour la mesure de la neige. Moyen Âge. Le début du Moyen Âge, qui commence après la disparition de l'Empire romain par une période de mutation et de réorganisation, abandonne ou perd en grande partie les savoirs gréco-romains sur le climat. Il laisse la place à de multiples traditions orales dont les savoirs recomposés peuvent sembler incohérents face à l'ancienne harmonie du savoir codifié dans les écrits antiques. La religion chrétienne, érigeant Jésus en maître des temps et des climats, prend une grande importance en Europe et parfois les dogmes des clercs laissent peu de place aux libres penseurs. Le monde arabo-musulman assimile avec plus de perspicacité l'héritage gréco-romain et perpétue, voire développe, des savoirs cohérents jusqu'au XIVe siècle. L'arc-en-ciel, qui est un photométéore, est ainsi correctement appréhendé en premier lieu dès le Xe siècle par le savant arabe Al-Hazen. Pionnier de l'optique moderne, il explique aussi les phénomènes de réfraction atmosphérique et comprend pourquoi la Lune et le Soleil apparaissent agrandis à l'horizon. Plus tard, au XIVe siècle,
Théodoric de Freiberg approfondit l'explication de la formation de ces arcs-en-ciel. Renaissance et temps classique ou baroque. La période de la Renaissance a permis une redécouverte des savoirs antiques, en particulier l'astronomie et l'architecture. Mais aussi avec le désenclavement du monde planétaire, elle ouvre à la naissance de sciences fertiles qui s'imposent au XVIIe siècle avec leur lot de découvertes corrélées à des développements techniques. Les lignes maritimes commerciales prenant le relais des premiers voyages de découverte prennent de l'essor et avec eux le besoin en météorologie. En 1607, Galilée construit un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre, bien que la paternité de cette invention soit contestée. Cet instrument change la pensée du temps car il permet de prendre la mesure de ce qu'ont pensé un des éléments immuables d'Aristote, le feu, l'eau, l'air et la chaleur. On commence donc à noter les variations du temps de façon limitée. Il faudra attendre la création d'un standard de température par Daniel Gabriel Fahrenheit et Anders Celsius au XVIIIe siècle pour quantifier vraiment les choses. En 1644, Evangelista Torricelli, un contemporain de Galilée, crée le premier vide artificiel et utilise le concept pour créer le premier baromètre. Le tube de Torricelli est un tube de verre qu'on plonge dans le mercure pour enlever l'air, puis qu'on redresse sans le sortir complètement du liquide. Par son poids, le mercure redescend et laisse un vide dans la tête du tube, mais la différence de pression entre l'atmosphère, qui presse sur le liquide autour du tube, et le vide dans celui-ci, empêche le mercure de sortir complètement du tube. La hauteur restant dans le tube indique la pression atmosphérique. Torricelli découvre avec son invention que la pression de l'atmosphère varie dans le temps. En 1648, Blaise Pascal découvre que la pression diminue également avec l'altitude et en déduit qu'il y a un vide au-delà de l'atmosphère. Période moderne de la météorologie. La quatrième période de l'histoire de la météorologie est la naissance de la météorologie moderne et donc la fin de l'empirisme et des dictons. L'idée d'effectuer des observations régulières comme base de travail en météorologie revient. Le médecin Bergerac est le premier qui pense à tenir un journal météorologique et vers 1760, Antoine Lavoisier établit quelques relations pour prévoir le temps. Mais c'est à la suite d'un naufrage lors de la guerre de Crimée, 1853-1856, de la révolution industrielle, ainsi que du développement des transports maritimes et ferroviaires, que le besoin d'étudier et de prévoir le temps se systématise. Au XXe siècle, c'est grâce au progrès des chercheurs, comme ceux de l'école de Bergen, de techniques comme les radiosondages, des satellites et des radars météorologiques, ainsi que du développement de l'informatique, que la météorologie prend son plein potentiel. Edmond Halley, nanti par les souverains d'un brevet de capitaine temporaire de la Royal Navy, remet à la voile en septembre 1699. Marin hors pair, il étudie, lors de ses voyages à bord du Paramore, la circulation atmosphérique et en particulier les alizés qu'il attribue au réchauffement de l'air sous l'équateur, les courants océaniques. Il conçoit également la première carte météorologique, ancêtre de celles qui sont présentées chaque soir à la télévision. Benjamin Franklin observe quotidiennement le temps qu'il fait de 1743 à 1784. Il remarque que les systèmes météorologiques vont d'ouest en est en Amérique du Nord. Il publie la première carte scientifique du Gulf Stream, prouve que la foudre est un phénomène électrique, relie les éruptions volcaniques et le comportement de la météo et spécule sur les effets de la déforestation sur le climat. En 1780, Horace Bénédicte de Saussure construit un hygromètre à cheveux pour mesurer l'humidité de l'air. Il s'agit d'un instrument complémentaire au thermomètre et à l'anémomètre pour quantifier les variables atmosphériques. En 1802-1803, le Britannique Luke Howard donne les noms que nous connaissons maintenant aux nuages à partir du latin. En 1806, Francis Beaufort introduit son échelle descriptive des vents destinée aux marins. L'échelle de Beaufort relie les effets du vent sur les vagues, mer étale jusqu'aux vagues déferlantes avec écume,
a sa force en E. En 1835, dans un article sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps, Gaspard Gustave Coriolis décrit mathématiquement la force qui porte son nom, la force de Coriolis. Celle-ci apparaît comme une composante supplémentaire à la force centrifuge ressentie par un corps en mouvement relativement à un référentiel en rotation, comme cela pourrait se produire par exemple dans les rouages d'une machine. Cette force est essentielle dans la description du mouvement des systèmes météorologiques comme Halley l'avait pressenti un siècle auparavant. En 1838, William Reid publie sa controversée Law of Storms, décrivant le comportement des dépressions. Son ouvrage divise les communautés scientifiques durant 10 années. En 1841, l'Américain Elian Loomis est le premier à suggérer la présence de fronts pour expliquer la météo, mais ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que l'école norvégienne de météorologie développera ce concept. Un ballon-sonde inventé par Gustave Hermite en 1892 est un ballon à gaz utilisé dans les domaines de la météorologie. Il s'agit d'un ballon libre non habité utilisé pour faire des mesures locales dans l'atmosphère grâce à un certain nombre d'instruments mis à bord dans une nacelle appelée radiosonde, ainsi que d'un réflecteur radar ou d'un système de radiolocalisation pour le suivre et donc déterminer la vitesse des vents. Arrivée de l'informatique, nouveaux instruments. La météorologie étant reliée à la mécanique des fluides, dès 1922, Lewis Fry Richardson publie Weather Prediction by Numerical Process, décrivant comment les termes mineurs des équations de mouvement de l'air pouvaient être négligés pour résoudre plus facilement les conditions futures de l'atmosphère. Cependant, ce ne sera qu'avec la venue des ordinateurs, à la suite du second conflit mondial, que son idée sera vraiment mise en pratique à partir des années 1950. C'était le début de la prévision numérique du temps, une formulation sous forme de programmes informatiques de plus en plus complets, permettant de résoudre les équations météorologiques. Un radar météorologique est un type de radar utilisé en météorologie pour repérer les précipitations, calculer leur déplacement et déterminer leur type, pluie, neige, grêle, etc. La structure tridimensionnelle des données obtenues permet également d'inférer les mouvements des précipitations dans les nuages et ainsi de repérer ceux qui pourraient causer des dommages. Enfin, en s'en servant des précipitations comme traceurs, on peut en déduire la direction radiale et la vitesse des vents dans la basse atmosphère. En 1960, Tyros 1 est le premier satellite météorologique lancé avec succès. Celui-ci marque le début de la collecte de données météorologiques depuis l'espace à une résolution de beaucoup supérieure aux stations terrestres. De plus, il permet de sonder des endroits peu ou pas couverts comme les océans, les déserts et les pôles. L'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre que l'on appelle l'air. L'air sec se compose de 78% de diazote, 21% de dioxygène et des traces d'argon, de dioxyde de carbone, le CO2, et de traces d'autres gaz. L'atmosphère protège la vie sur Terre en filtrant le rayonnement solaire ultraviolet, en réchauffant la surface par la rétention de chaleur, l'effet de serre, et en réduisant partiellement les écarts de température entre le jour et la nuit. Les nuages, parfois liquides, parfois solides, ne sont pas considérés comme des constituants de l'atmosphère. En revanche, la vapeur d'eau contenue dans l'air humide représente en moyenne 0,25% de la masse totale de l'atmosphère. Elle possède la particularité notable d'être le seul fluide de l'atmosphère terrestre susceptible de changer rapidement de phase, solide, liquide, gaz, essentiellement en fonction de la température et dont la concentration est très variable dans le temps et dans l'espace. La chaleur a tendance à faire monter l'air et son humidité, alors que la pression atmosphérique et la température diminuent avec l'altitude. Il n'y a pas de frontière marquée entre l'atmosphère et l'espace car elle devient de plus en plus ténue et s'évanouit peu à peu dans l'espace de manière continue. Cependant, à partir de l'observation de la variation de la densité des gaz terrestres,
On peut établir que l'épaisseur de l'atmosphère terrestre varie entre 350 et 800 km selon l'activité solaire, l'épaisseur moyenne étant d'environ 600 km. Cette limite correspond à la frontière entre thermosphère et exosphère. La plus grande partie de la masse atmosphérique est proche de la surface. L'air se raréfie en altitude et la pression diminue. Celle-ci peut être mesurée au moyen d'un altimètre ou d'un baromètre. En haut à droite, vous avez une vue de l'atmosphère terrestre vue depuis l'espace lointain. Partant du bas vers le haut, vous avez la troposphère, 0 à 20 km. Elle contient 80 à 90% de la masse totale de l'air et la quasi-totalité de la vapeur d'eau. C'est la couche où se produisent les phénomènes météorologiques, nuages, pluie, etc. et les mouvements atmosphériques horizontaux et verticaux, conversion thermique et vent. Les avions y volent, s'appuyant sur l'atmosphère. Stratosphère, 50 km. Les ballons stratosphériques y ont leur place. La température décroît avec l'altitude jusqu'à 0 degrés Celsius, de 8 à 15 km d'altitude à 50 km d'altitude. Elle abrite une bonne partie de la couche d'ozone. La mésosphère, 85 km. On y rencontre les météores, étoiles filantes, rentrées atmosphériques à grande vitesse des engins spatiaux. La température décroît avec l'altitude, de 50 km d'altitude à 80 km d'altitude, jusqu'à moins 80 degrés Celsius. Thermosphère, 690 km. La température décroît avec l'altitude de 80 km d'altitude, de 350 à 800 km d'altitude. On y trouve tous les satellites dits en orbite basse, dans des plans inclinés par rapport à l'équateur, selon les besoins de leur mission. Parmi ceux-ci, le plus impressionnant est la Station spatiale internationale, l'ISS, entre 330 et 420 km, avec des êtres humains y vivant en permanence. On y voit les aurores boréales vers 100 km. L'exosphère, 10 000 km, en fait de 800 km à 50 000 km d'altitude. On y trouve des centaines de satellites géostationnaires à 36 000 km et un peu plus bas les constellations de satellites de positionnement, GPS américain, Galileo européen, GLONASS russe, Beidou chinois. Les nuages. Le proverbe concernant le ciel pommelé est une invitation à classifier les nuages, car en reconnaissant leur forme, on peut produire des prévisions à court terme. Pour pouvoir prédire le temps à court terme, il faut être capable de reconnaître le type de nuage. C'est pourquoi la nécessité de classifier les nuages apparaît plus de 200 ans en arrière. Par exemple, si l'on peut identifier une ligne de gros nuages apparaissant à l'horizon, on peut presque assurer que les orages et un rafraîchissement sont à venir. Ainsi, en 1802, Luke Howard est le premier à proposer une classification simplifiée des nuages basée sur leur apparence selon deux genres de nuages, cumulus et stratus, et en les divisant en 4 groupes selon la hauteur de leur base, non l'altitude de la cime. À cela s'ajoutent des espèces qualificatifs pour des variations particulières. Traînée de condensation. Elle participe à la dégradation de l'atmosphère par émission de CO2 et NO2, augmentant l'effet de serre. Au centre de la diapo, le cumulonimbus, cunimbe pour les aviateurs qui les évitent autant que faire se peut. C'est le monstre destructeur par les précipitations qui en tombent, pluie, grêle, neige et foudre. Et ce, malheureusement, de plus en plus fréquemment, depuis l'évocation du réchauffement climatique. Il est devenu courant en France sous le nom de phénomène cévenol ou épisode méditerranéen. Il se caractérise par l'accumulation de masses nuageuses en provenance du golfe du Lion, souvent dans un régime de vent de sud à sud-est très humide, provenant de l'évaporation de la mer très chaude, provoquant dans un premier temps des pluies orographiques sur les massifs qui finissent par s'étaler en général jusqu'en plaine. Un tel épisode se déroule normalement sur plusieurs jours et donne en moyenne des quantités d'eau comprises entre 200 et 400 mm sans que cela revête un caractère exceptionnel pour ces régions montagneuses et plus rarement jusqu'à 600 ou 700 mm en cours d'épisodes vraiment intenses. L'intensité devient maximale quand cette gigantesque masse bute sur un relief
ne se déplace plus, déversement verticalement toute sa masse d'eau, d'où des inondations catastrophiques. On l'a vécu dans notre région à Cannes, le 3 octobre 2015, et plus récemment dans les vallées de la Vésubie et de la Roya, la tempête Alex. Dépression, frontologie. Dépression. Une dépression est une zone fermée de basse pression atmosphérique relative à celle du voisinage au même niveau. Sur une carte synoptique de surface, cela donne un système d'isobare dont la pression est minimale au centre. Les dépressions peuvent se retrouver en altitude ou en surface. Dans le premier cas, elles sont notées par un minimum de géopotentiel, alors que dans le second, la pression est ajustée au niveau de la mer et donne généralement une valeur de moins de 1013,25 hectopascales. Les dépressions apportent généralement du mauvais temps et des ciels couverts, ainsi que tous les phénomènes météorologiques qui sont relatifs, comme les averses, les orages, les ouragans ou les tempêtes, car le mouvement vertical de l'air y est ascendant à la suite d'une convergence des vents près du sol et une divergence en altitude. Ce processus diminue la température de l'air parce qu'il subit une détente adiabatique et il arrive à un point où celle-ci atteint la valeur de saturation par rapport à l'humidité contenue dans la parcelle d'air. Il y a à partir de ce niveau condensation d'une partie de plus en plus grande de la vapeur d'eau dans la parcelle qui forme un nuage. Si le mouvement vertical se poursuit, les gouttelettes de nuages forment des gouttes de pluie ou des flocons selon la température ambiante. Selon la stabilité de l'air, différents types de nuages et de précipitations peuvent être obtenus. Dans les dépressions des latitudes moyennes, cyclones extratropicaux, il y rencontre des masses d'air provenant de l'équateur et des pôles le long de zones de transition appelées les fronts. La circulation cyclonique qui se développe autour de la dépression permet le transport d'air chaud vers les pôles et d'air froid vers l'équateur selon le secteur frontal. À l'avant du système, l'air est généralement stable, car c'est de l'air chaud qui avance sur de l'air plus froid, et les nuages se forment lors d'une ascension continue pour être de type stratiforme. Ceci donne de larges zones de pluie ou de neige continue. Dans le secteur chaud, l'air peut être instable et le moindre mouvement ascensionnel est accéléré par la poussée d'Archimède, donnant des averses ou des orages. Dans ces systèmes, l'air est également instable mais moins humide, la convection y est moins profonde. Frontologie. En 1902, après plus de 200 lâchers de ballons, souvent effectués de nuit pour éviter l'effet de radiation du soleil, Léon Tesserens de Port découvre la tropopause. Il en conclut que l'atmosphère terrestre se compose de deux couches qu'il baptise troposphère et stratosphère, et une convention toujours valable à ce jour. En 1919, en Norvège, l'école de Bergen, sous la direction de Willem Berknes, développe l'idée des masses d'air se rencontrant le long des zones de discontinuité qu'on nomme les fronts, front chaud, front froid et occlusion. Selon cette théorie, il y a trois zones frontales entre les quatre masses d'air, arctique, maritime, polaire et tropicale. En alliant la force de Coriolis, ces notions et la force de pression, ils expliquent la génération, l'intensification et le déclin des systèmes météorologiques des latitudes moyennes. Encore aujourd'hui, les explications météorologiques simplifiées que l'on voit dans les médias utilisent le vocabulaire de l'école norvégienne. La météorologie devient peu à peu une science physique. Vent. La manche à air, la biroute pour les aviateurs, est un dispositif dont la forme permet d'indiquer non seulement la direction du vent, mais aussi une estimation de sa vitesse. Le vent est un mouvement de l'atmosphère. Il apparaît sur toutes les planètes disposant d'une atmosphère. Ces mouvements de masse d'air sont provoqués par deux phénomènes se produisant simultanément, un réchauffement inégalement réparti de la surface de la planète par l'énergie solaire et la rotation de la planète. Une représentation des variations de force moyenne des vents selon leur orientation et par là le repérage des vents dominants peut être fait sur les secteurs d'une rose des vents.
Sur Terre, plusieurs régions ont des vents caractéristiques auxquels les populations locales ont donné des noms particuliers, le Mistral, l'Autan, Meltem, etc. Tous les voileux qui se sont fait surprendre ne sont pas prêts de les oublier. Les vents sont une source d'énergie renouvelable et ont été utilisés à travers les siècles à divers usages par les moulins à vent, la navigation à la voile ou plus simplement le séchage. En montagne, le vol à voile utilise pour partie le vent, vol de pente, et en général, montagne et plaine, les courants ascendants générés par l'échauffement des particules d'air. La vitesse du vent est mesurée par un anémomètre mais peut être estimée par une manche à air, un drapeau, etc. Les vents peuvent être réguliers ou en rafale. On retrouve des corridors de vent très forts le long des zones de contraste de température qu'on appelle current jets. Sous les nuages, la transformation du cisaillement horizontal du vent en tourbillon vertical donne une tornade ou une trombe marine. Le même phénomène peut se produire sans nuages et donne un tourbillon de poussière. La descente de l'air vers le sol, avec les précipitations dans un orage, donne une rafale descendante. En mer, les fronts de rafale sont appelés des grains. Le relief est aussi la cause de vents catabatiques ou anabatiques. Sur Terre, ce déplacement est essentiel à l'explication de tous les phénomènes météorologiques. Le vent est mécaniquement décrit par les lois de la dynamique des fluides, comme les courants marins. Il existe une interdépendance entre ces deux circulations de fluides. Les vents sont généralement classifiés selon leur ampleur spatiale, leur vitesse, exemple échelle de Beaufort, leur localisation géographique, le type de force qui les produit et leurs effets. Le vent est l'acteur principal de l'oxygénation des océans ainsi que des lacs de haute montagne par agitation et mise en mouvement de leur surface. Il permet le déplacement de nombreux agents organiques et minéraux et d'expliquer la formation de certaines roches sédimentaires, exemple les leuses. Il influence le déplacement des populations d'insectes volants, la migration des oiseaux, il façonne la forme des plantes et participe à la reproduction de certains végétaux. L'érosion éolienne participe parfois à la morphologie du relief local, exemple les congères de neige, les dunes. Le vent a inspiré dans les civilisations humaines de nombreuses mythologies. Il a influencé sur les transports, voire les guerres, mais également fourni des sources d'énergie pour le travail purement mécanique, exemple les moulins à vent, et pour l'électricité, exemple les éoliennes. Il participe même aux loisirs. Catastrophe météorologique. L'atmosphère terrestre est une mince pellicule gazeuse composée principalement d'oxygène, d'azote et de vapeur d'eau. Elle recouvre le globe et est soumise à deux facteurs principaux, l'apport d'énergie du Soleil et la rotation de la Terre. La différence de température entre l'équateur et les pôles crée des différences de pression qui mettent l'air en mouvement. La rotation terrestre dévie ce mouvement et crée des systèmes dépressionnaires de tailles diverses et des anticyclones. Dans les premiers, la condensation de la vapeur d'eau va donner des nuages et des précipitations. Leur rotation génère également des vents qui peuvent être puissants et non seulement détruire directement, mais également causer des vagues déferlantes. Dans les seconds, l'air est sec et le sel dégagé, ce qui peut être intéressant pour quelques jours, mais peut provoquer des sécheresses. Les catastrophes climatiques sont essentiellement l'effet de ces systèmes sur l'environnement humain. Elles prennent diverses formes. Dégâts à large échelle des cyclones tropicaux, typhons, ouragans, des tempêtes majeures des latitudes moyennes ou des ondes de tempête, la vitesse des vents peut atteindre 400 km/h. Effet à large échelle de la sécheresse, de la désertification, des vagues de froid ou des canicules. Dégâts de petite ou moyenne échelle par des épisodes de tornades, par des inondations dues aux pluies torrentielles sous orage ou par des avalanches. C'est la catastrophe naturelle causant le plus de dégâts. Les inondations auraient
affecté en moyenne 66 millions de personnes par an entre 1973 et 1997, pouvant coûter plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Ces catastrophes sont appelées à être plus fréquentes et à toucher plus de personnes à cause de l'augmentation de la population dans les zones à risque et les changements climatiques dus au réchauffement de la planète. D'où l'intérêt pour tous de suivre les recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et les conférences internationales plénières quasi annuelles tournant dans les grandes villes du monde entier. Réseau météorologique et organisation. Les prévisions à court terme peuvent être grandement améliorées si l'on connaît le temps dans les régions voisines et plus particulièrement à l'ouest. C'est pourquoi une grande avancée dans les prévisions du temps à venir a été effectuée lorsque les informations purent être transmises à la vitesse de la lumière après l'invention du télégraphe. Les premiers réseaux météorologiques. En 1849, la Smithsonian Institution, sous la direction du physicien Joseph Henry, commence à mettre sur pied un réseau de stations météorologiques d'observation aux États-Unis. Les observations seront disséminées rapidement grâce à l'invention en 1837 par Samuel Morse du télégraphe. Le 14 novembre 1854, une violente tempête provoque le naufrage de 41 navires français en mer Noire au cours de la guerre de Crimée. Cette tempête avait traversé toute l'Europe de l'Ouest, mais personne ne fut en mesure de signaler, voire prévenir du danger. Face à ce constat, Napoléon III demande à Urbain Le Verrier, directeur de l'Observatoire de Paris, de mettre en place un vaste réseau de stations météorologiques couvrant l'ensemble de l'Europe et mettant à profit l'innovation technologique que représente le récent télégraphe électrique. Ce réseau européen de données atmosphériques fonctionne de manière opérationnelle dès 1856, regroupant au départ 24 stations, dont 13 reliées par télégraphe, puis en 1865, s'étend à 59 observatoires répartis sur l'ensemble de l'Europe. À partir de 1863, l'Observatoire impérial est en mesure de diffuser au port des dépêches concernant les tempêtes et coups de vent. Un décret du 14 mai 1878 sépare ce service d'observation et de prévision de l'Observatoire de Paris et crée le Bureau central de météorologie et 3 classes de météorologistes, les aides-météorologistes, les météorologistes adjoints et les météorologistes titulaires. En 1860, le vice-amiral Robert Fitzroy utilise le télégraphe pour colliger les données météorologiques quotidiennes venant de toute l'Angleterre et tracer les premières cartes synoptiques. La variation de ces cartes dans le temps lui permet d'établir les premières prévisions qu'il publie dans le journal The Times à partir de 1860. Il développe également un système d'alerte dans les ports anglais sous forme de cônes hissés pour prévenir de l'arrivée des tempêtes. Tous les réseaux d'observation mentionnés jusqu'à présent étant indépendants, une information météorologique cruciale pouvant donc ne peut pas être transmise. Ceci est particulièrement important en mer. Le principal promoteur d'échanges internationaux est l'américain Matthew Fontaine Maury. En 1853, une première conférence des représentants de 10 pays se réunit à Bruxelles pour formaliser une entente et normaliser le codage des données météorologiques. L'organisation Météosat internationale, OMI, est une organisation internationale décidée en 1873 et officiellement créée en 1879 pour l'échange des données météorologiques à travers le monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, la météorologie devient un instrument essentiel de l'effort de guerre et peut bénéficier d'un soutien jamais vu jusqu'à ce moment. Des écoles sont mises sur pied pour former des techniciens et des météorologues en grand nombre, car elles jouent un rôle de premier plan pour le routage des navires et des convois de ravitaillement, le déploiement de l'aviation et la planification des opérations militaires. La guerre météorologique de l'Atlantique Nord, entre autres, voit les Alliés, la Grande-Bretagne en particulier, et l'Allemagne
être en compétition pour l'accès à des données météorologiques fiables dans l'Atlantique Nord et l'Arctique. La météorologie étant reliée à la mécanique des fluides. Dès 1922, Lewis Fra Richardson publie Weather Prediction by Numerical Process, décrivant comment les termes mineurs des équations de mouvement de l'air pouvaient être négligés pour résoudre plus facilement les conditions futures de l'atmosphère. Cependant, ce ne sera qu'avec la venue des ordinateurs, à la suite du second conflit mondial, que son idée sera vraiment mise en pratique à partir des années 1950. C'est le début de la prévision numérique du temps, une formulation sous forme de programme informatique de plus en plus complet permettant de résoudre les équations météorologiques. Communication. En novembre 1920, la Commission internationale de télégraphie météorologique se réunit à Londres pour préparer un code de transmission des observations météorologiques. Le 15 juillet 1922, l'Organisation nationale de météorologie française diffuse la première émission de radio d'un bulletin météorologique depuis un émetteur placé sur la tour Eiffel, et dès lors, 3 bulletins par jour sont émis. Après la Seconde Guerre mondiale, les télécommunications de données se développent par réseau micro-ondes, puis par satellite de télécommunication. La présentation de la météorologie à la télévision débute à la fin des années 1940, début des années 1950 aux États-Unis et en France. Dans les années 2000, Internet vient révolutionner la distribution des informations. Organisation météorologique mondiale. L'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale, lance un certain nombre de projets destinés à améliorer la connaissance du climat et la prévision météorologique mondiale. On peut citer entre autres, en 1963, le lancement de la Veille météorologique mondiale, VMM, en 1979, première conférence mondiale sur le climat qui conduit à la création du programme Climat mondial de l'OMM, en 1985, Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, 1988, création du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, récompensé par le prix Nobel de la paix en 2007, 1992, conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, mise en place du GECOS, Système mondial d'observation du climat, 2003, lancement du programme de prévention des catastrophes naturelles ainsi que du programme spatial de l'OMM. Orbite des satellites de météorologie. L'orbite géostationnaire. La rotation du satellite est synchronisée avec la rotation de la Terre autour de ses pôles. Le satellite est toujours à la verticale d'un point de l'équateur. Il voit toujours la Terre du même endroit, exemple Météosat situé sur le méridien de Greenwich. Le satellite couvre un tiers de la surface du globe, sauf les régions polaires. 3 satellites équirépartis suffisent pour couvrir tout le globe. Orbite circumpolaire. Les satellites orbitent autour de la Terre à basse altitude, de 720 à 800 km, selon une trajectoire avec une forte inclinaison passant près des pôles. Ils sont héliosynchrones, c'est-à-dire que leur axe de rotation est perpendiculaire à l'axe entre le Soleil et la Terre. Ils passent 2 fois au-dessus de n'importe quel point de la surface du globe chaque jour à la même heure solaire. Ils balayent l'ensemble de la Terre en 27 jours. Exemple, le satellite européen METOP, dont 3 exemplaires ont été lancés en 2006, 2012 et 2018, respectivement, embarquant l'interféromètre atmosphérique de sondage dans l'infrarouge IASI, capteur interférométrique ultrasensible, conçu par le Centre national d'études spatiales, le CNES, en collaboration avec EUMETSAT, et réalisé à l'époque Alcatel Space à Cannes, considéré en novembre 2007 comme l'instrument infrarouge le plus précis dans l'espace. D'autres satellites scientifiques ou d'observation de la Terre réalisés à Cannes ont des missions auxiliaires pouvant avoir trait à la météorologie, en particulier ceux des missions Copernicus. EOL. En 1967, le CNES et la NASA lancent un programme coopératif de satellites scientifiques
et ballon-sonde avec la participation de l'Argentine. C'est un système associant un satellite dit météorologique EOL et une flottille de ballons-sondes dérivant dans le courant jet de l'hémisphère sud, 500 ballons à 12 000 mètres d'altitude, de septembre 1971 à juin 1972. Il est à l'origine du système de localisation et collecte de données Argos. Le développement du satellite EOL est confié par le CNES au groupe technique de Cannes aérospatiale en décembre 1967 sous la responsabilité de Roger Imbert, avec la réalisation des sous-systèmes, structures, contrôle thermique, stabilisation par gradient de gravité, générateur solaire et antenne. Son antenne est orientée vers la Terre par une stabilisation à gradient de gravité. L'équipement original est le dispositif de localisation des balises. Il est basé sur la variation de fréquence Doppler d'un signal d'oscillateur ultra stable qui est émis par le satellite et renvoyé par la balise en cohérence de phase. Cette méthode interrogation-réponse permet d'envoyer des ordres à la balise. Avec 6 ou 7 points de mesure successifs, quand le satellite passe en visibilité de la balise, la localisation est obtenue à quelques centaines de mètres près. 2 satellites sont réalisés, PEOL pour prototype EOL et EOL lui-même. Il pèse 83 kg. Le satellite EOL et son prototype sont réalisés à Cannes et lancés en 70 et 71. Chaque ballon-sonde comporte une sphère étanche de 3,7 mètres de diamètre, fait d'un matériau résistant et peu extensible, le terphane. Le ballon est gonflé à l'hélium en légère surpression. Il emporte une balise dont le poids est calculé pour qu'il plafonne à l'altitude souhaitée, c'est-à-dire 200 hectopascales, soit 12 000 mètres. Les causes de destruction sont les fuites courantes dans ce matériau très fin et le givrage dans l'atmosphère. Système mondial de satellites géostationnaires. Le programme Météosat fait partie du système mondial d'observation de l'atmosphère terrestre, le programme de veille météorologique mondial, le VMM, mis en place par l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, au milieu des années 1970. Il comprend 5 satellites, écuits répartis sur l'orbite géostationnaire, tous dans le plan de l'équateur, aux positions longitudinales suivantes. 0 degré méridien Greenwich, verticale du golfe du Gabon, Météosat, réalisé par l'Europe. 75 degrés ouest, un satellite américain, GOES-Est. 135 degrés ouest, un autre satellite américain, GOES-Ouest. 140 degrés est, un satellite japonais. 74 degrés est, un satellite indien. À l'origine du programme, cette position orbitale avait été attribuée à l'URSS. Devant la carence de ce pays à fournir un satellite aux normes occidentales, c'est l'Inde qui s'est vue réattribuer la position. EUMETSAT, Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques. En 1995, une organisation intergouvernementale, basée à Darmstadt, Allemagne, prend officiellement la responsabilité du financement et de l'exploitation du satellite Météosat et de la diffusion de leurs données. C'est là aussi que se trouve le Centre européen des opérations spatiales, l'ESOC, chargé du contrôle des satellites Météosat. Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. C'est à Reading, en Angleterre, que se situe le Centre européen de traitement des données de tous ces satellites, dans le but de constituer un modèle mathématique de circulation atmosphérique permettant de prévoir la météo avec de plus en plus de précision, s'appuyant sur des données enregistrées depuis le début des années 1970. Il utilise l'un des ordinateurs les plus puissants de la planète. Aujourd'hui, avec ses 50 ans de données, on est encore loin des 100 ans et des événements centenaires. Pour faire les prévisions, l'ordinateur recherche dans ses archives une configuration météorologique ressemblant à celle du jour. Puis il déroule jour après jour ce qui s'est passé dans les jours suivants et donne donc les prévisions à venir. Mais la dite configuration n'est jamais exactement la même sur le positionnement des zones dépressionnaires et cycloniques, d'où forcément des prévisions erronées avec un certain pourcentage pour les jours suivants. Quand on vous donne à la télévision ces prévisions, on y met un taux de probabilité qui n'est jamais de 100%, se dégradant jour après jour.
Quand vous êtes attentif à ces prévisions données le dimanche soir pour la semaine suivante, il est rare que ça dépasse 60% pour le week-end suivant. D'où, lors d'arrivée de phénomènes catastrophiques, les commentaires de nos anciens disant « Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie ». Ces données sont fournies aux centres nationaux de météorologie, Météo France en l'occurrence, qui les exploite sur d'autres ordinateurs parmi les plus puissants également, essayant de les améliorer tenant compte des reliefs du pays et diffusant aux chaînes de télévision. Météo France. Météo France est un établissement public administratif et le service officiel de la météorologie et de la climatologie en France. À ce titre, il exerce les attributions de l'État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Météo France est notamment chargé de la prévision et de l'étude des phénomènes météorologiques, de l'état du manteau neigeux et de l'état de la surface de la mer et de l'émission des vigilances météorologiques pour les territoires français de métropole et d'outre-mer. L'établissement est également chargé de la conservation de la mémoire du climat et de l'élaboration des projections climatiques globales et régionales. Météo France exerce ses activités et ses missions dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de performance de l'État. Météosat première génération. Le programme Météosat fait partie du système mondial d'observation de l'atmosphère terrestre déjà décrit dans la diapositive précédente, occupant la position à 0 degré de longitude, le méridien de Greenwich. C'est un programme européen, initié par l'Agence spatiale européenne ESA en 1970, puis géré par EUMETSAT à partir de 1995, le CNES y jouant un rôle de conseiller technique. La compétition a été gagnée par un consortium créé à cet effet, Cosmos, sous maîtrise d'œuvre d'Aérospatiale, comprenant notamment les entreprises Matra France, MBB Allemagne, Marconi Grande-Bretagne et Selenia Spazio Italie. Le chef de programme était Roger Imbert, le directeur technique Pierre Gau. Les satellites Météosat de première génération ont été réalisés dans le centre spatial de Cannes-Mandelieu, premier grand programme spatial international cannois. Au total, 7 satellites seront réalisés et lancés. Les 3 premiers sont considérés comme des prototypes de la série du programme préopératoire. Ils sont développés et opérés par l'ESA. À partir du 4e, ce sont les MOP, Meteosat Operational Program, commandés et opérés par EUMETSAT. Le dernier, Meteosat 7, fait partie du programme Meteosat de transition, MTP, vers Meteosat seconde génération. Fonctionnement. Meteosat fonctionne comme un scanner. Au cours de ses rotations à 100 tours par minute autour de son axe principal, un radiomètre réalisé par Matra analyse des lignes images de la surface terrestre qui sont converties en 2500 points images numérisés, des pixels. Ils sont transmis quasiment en temps réel vers le Centre européen d'opération spatiale, l'ESOC, situé à Darmstadt, Allemagne, qui contrôle les satellites. Depuis son altitude de 36 000 km, la Terre est vue sous un angle de 18 degrés, soit 1/20 de la rotation du satellite. Pendant le reste de la rotation, le radiomètre est basculé vers le haut de l'équivalent d'une ligne image. La rotation suivante permet de prendre une nouvelle ligne contiguë de la précédente. C'est au bout de 2500 tours, soit 25 minutes, que 2500 lignes ont été analysées, fournissant donc une matrice de 6 250 000 pixels, et ce, dans diverses bandes de fréquences. Pendant quelques minutes, le radiomètre est rapidement basculé vers le bas, prêt pour un nouveau scan. Les scans sont démarrés automatiquement aux heures rondes H et H plus 30 minutes. On obtient donc 48 scans par jour. Les données brutes sont traitées au centre de contrôle, puis transmises à divers utilisateurs dont le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, situé à Reading, chargé de la mise au point du modèle mathématique de circulation atmosphérique, mais également vers les offices de météorologie nationaux, dont le Centre de météorologie spatiale, le CMS de Météo France, pour leur propre traitement et la fourniture d'images reconstituées aux diverses chaînes de télévision et leurs journaux météo. Satellite. Le satellite est un cylindre de 2,1 mètres de diamètre, tournant à 100 tours par minute autour de son axe principal,
Il est dit spiné, lui donnant une rigueur gyroscopique comme une toupie. Son axe est calé parallèlement à l'axe de rotation de la Terre, un système de contrôle d'attitude relativement simple comportant des tuyères réparties autour et au-dessus du satellite permet d'ajuster la vitesse de rotation à 100 tours minute et de contrôler son axe de rotation pour rester parallèle à celui de la Terre. Météosat seconde génération. Météosat seconde génération, MSG, est la seconde génération des satellites météorologiques Météosat, toujours réalisés au Centre spatial de Cannes-Mandelieu. C'est la division satellite d'aérospatiale, reprise par Alcatel Space en 1998, devenant Alcatel Alenia Space en 2005, puis Thales Alenia Space en 2007, qui remporte l'appel d'offres en 1990 pour cette seconde génération de 3 satellites, après les 7 déjà réalisés au titre de la première génération. Après 6 années d'études détaillées et de recherche et de développement, le contrat pour la réalisation de 3 modèles est signé le 16 octobre 1996 par Jean-Marie Luton, directeur général de l'Agence spatiale européenne, et Yves Michaud, président d'Aérospatiale, en présence du Dr Tilman Moore, directeur de Metsat. Des performances améliorées par rapport à la première génération. Comme pour la première génération, la plateforme est spinée à 100 tours par minute. Elle a été améliorée sur le plan des performances, en particulier adoptant un système de propulsion unifié bi-ergol assurant les manœuvres d'apogée, de contrôle d'attitude et d'orbite pendant 10 ans. Cette famille de satellites dispose d'un radiomètre imageur plus sophistiqué, le Seviri, réalisé par Matra, avec 12 canaux contre 3 pour la précédente génération, et fournissant des images tous les quarts d'heure, soit 2 fois plus fréquemment. Sur ces 12 canaux, 4 sont consacrés à la lumière visible, dont un en haute résolution, avec des détails aussi fins qu'1 km. 8 travaillent dans l'infrarouge dans différentes longueurs d'onde, apportant de très nombreuses informations sur l'état de l'atmosphère qui était alors difficilement détectable avec la précédente génération d'instruments. Ainsi, un canal de l'infrarouge est dédié à la mesure de l'ozone, un autre mesure la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère, d'autres encore servent à détecter et identifier les différents types de nuages. En combinaisant les différentes longueurs d'onde, les prévisionnistes ont accès à une description plus fine des processus qui agitent l'atmosphère. La formation des tempêtes devrait être plus rapidement détectée. Principale mission, imagerie multispectrale destinée à fournir des images électroniques des nuages et des surfaces terrestres et marines, analyse des masses d'air pour surveiller l'état thermodynamique dans la partie basse de l'atmosphère, imagerie à haute résolution pour suivre l'évolution des nuages convectifs avec une résolution de 1 km, extraction des produits météorologiques tels que les vents, les températures de surface de la mer et des sols, dissémination pour transmettre ces données à la communauté des utilisateurs, le satellite jouant ainsi un rôle de satellite de télécommunication, collecte et relais de données d'environnement transmises par des plateformes automatiques, balises marines, terrestres et aéroportées. Comme pour ceux de la première génération, les images brutes sont reçues à Darmstadt, Allemagne, où EUMETSAT effectue des traitements dans le centre spatial européen l'ESOC, dont les corrections géographiques de façon à ce que les images soient superposables au pixel près, et des pré-traitements pour calibration des radiomètres, avant de les diffuser par 2 canaux de dissémination du satellite. Un 4e satellite. Le 1er avril 2003, EUMETSAT commande à Alcatel Space le 4e satellite de la série pour un montant total de 135 millions d'euros pour l'ensemble des industriels impliqués. Il est achevé de fabrication en mars 2007, puis stocké à l'établissement. Il est déstocké en septembre 2012, soit après 5 ans et demi de stockage, et lancé le 15 juillet 2015 depuis le centre spatial guyanais. Il est rebaptisé Météosat 11 et rejoint les 3 premiers membres de sa famille au-dessus du golfe de Guinée pour y être gardé en réserve afin de pallier toute panne des satellites primaires, assurant la veille météorologique et climatique globale au-dessus de l'Atlantique, l'Europe, l'Afrique et une partie de l'Asie et de l'océan Indien, dans le cadre du programme de veille météorologique mondiale. Il devrait rester opérationnel en orbite jusqu'en 2025, assurant la liaison avec le futur programme Météosat 3e génération, mais MSG4 marque la fin d'une ère, celle des satellites spinés, puisque les suivants seront stabilisés 3 axes. Météosat Images.
Cette diapo présente quelques images des satellites de première et seconde génération. Première génération. On y trouve les trois types d'images produites par les trois canaux du radiomètre. Visible à l'œil nu, bande de 0,5 à 0,9 microns, permettant de suivre la trace et la vitesse de déplacement des nuages. Infrarouge thermique de 10,5 à 12,5 microns, caractérisant les températures des mers, des terres et des airs et des nuages selon leur type, surtout dans les tempêtes tropicales. Vapeur d'eau 5,7 à 7,1 microns, et la stupeur, on ne voit jamais la Terre, preuve que le même partiel qui nous semble bleu, il y a des traces de vapeur d'eau. Lors des visites de l'usine et les questions posées sur d'éventuels martiens, j'aime à dire que peut-être leurs yeux ne voient que dans ces longueurs d'onde, et donc considèrent la Terre comme inhabitable, et donc ne font pas l'effort de venir nous voir. Mais certains humains prétendent en avoir vu, alors qui croire? Deuxième génération. Les 12 canaux du radiomètre permettent de produire des images permettant de différencier les types de nuages et les phénomènes comme les tempêtes de sable et les profondeurs des cyclones, comme sur les deux images témoins. La troisième image montre un lever de lune, qui va me permettre de vous narrer une anecdote. Les voies infrarouges des radiomètres doivent être calibrées fréquemment pour donner des températures précises des relevés, nuages, terre ou mer. J'ai bien connu la première génération Météosat, ayant été dans l'équipe du programme, mais pas à ses débuts en 1970, travaillant sur d'autres activités spatiales. Je l'ai intégré vers fin 1976, à une année du lancement du premier satellite. Croisant dans le couloir Lucien Abadi, directeur des satellites, il m'interpelle. « Lebègue, vous avez fait Centrale et donc étudié toutes les disciplines dont l'optique ?» ?»« Oui, lui dis-je, pourquoi ? » ?»« Parce que notre client nous demande de nommer un responsable de la qualité image du satellite. Ressortez tous vos dossiers et je vous nomme à ce poste. » Heureusement, du côté du CNES, il y avait un ingénieur, Jean-Pierre Antiquidis, qui travaillait sur le sujet. Cela me valut de nombreuses réunions au CNES Toulouse et à Cannes, permettant d'établir un dossier mettant en exergue tout ce qui pouvait concourir à une mauvaise image, que ce soit du côté optique, mais surtout sur les mouvements du satellite dégradant ces images, et lancer la réalisation de logiciels de traitement d'images pour y remédier. J'étais secondé heureusement par deux jeunes brillants ingénieurs, Bernard Blanc, autre centralien, et Roselyne Dupré, sortant de l'école polytechnique féminine. Vers le mois de septembre, nous avions écrit des programmes et nous rendîmes plusieurs fois à l'ESOC à Darmstadt pour les introduire avec l'aide d'informaticiens locaux dans les ordinateurs qui allaient collecter les images. Et nous étions prêts pour le premier lancement le 23 novembre 1977, justement à Darmstadt pour voir les premières images. Tout paraissait merveilleux pendant les premiers jours où n'étaient reçues que des images visibles. Celles en infrarouge devant arriver plus tard après refroidissement du radiomètre. Et là, catastrophe, les images arrivent de bonne qualité, mais il fallait calibrer ce radiomètre. Un système est prévu à bord, venir mettre dans son champ de vue un corps noir, en fait une boule dont la température était connue précisément. Mais il ne se passa rien, le mécanisme ne fonctionnait pas. Alors, grand bas de combat dans tous les milieux aérospatial, CNES, ESA, etc. Calibrer sur les mers, les déserts, des cibles chauffées au sol. Un jour, on voit notre image de la Lune apparaissant derrière la Terre. Et là, l'idée jaillit. Quelle est la température de la Lune? Peut-elle servir de cible pour calibrer? On interroge la NASA, qui avait fait gambader des hommes et devait avoir des données. Niet, comme auraient pu dire nos amis russes à qui nous avions livré des rétroréflecteurs laser pour les missions lunaires Lunarod. Et l'espoir arriva du Serga de Grasse, détenant un plateau de Calerne, un télescope permettant des mesures infrarouges sur de longues distances. On monta une équipe avec eux et nous voilà en plein hiver, allant faire des observations de nuit, le plateau parfois enneigé, laissant la voiture au parking et devant terminer avec des skis de fond. Mais 3 ou 4 semaines plus tard, la moisson était faite et nous avions des images de la Lune avec des zones bien stables, dont la mer de la Tranquillité, nous offrant une centaine de pixels dont les valeurs pouvaient être calculées en fonction des positions Terre-Lune et des saisons. Le logiciel ad hoc fut installé à Darmstadt. C'est ainsi que disparut de Météosat ses calibrations infrarouges.
Cela me valut de faire une conférence lors du 29e congrès de la Fédération internationale d'astronautique à Dubrovnik en septembre 1978. Et surtout au grand professeur Jean Kowaleski du CERGA de publier une étude expérimentale sur l'utilisation de la Lune comme moyen de calibration pour les détecteurs du radiométre embarqués sur le satellite Météosat 1. Plusieurs années, lors d'une cérémonie historique de 30 ans de Météosat, je rencontrai les équipes Météosat seconde génération et leur posai la question « Comment faites-vous pour la calibration infrarouge ?» La réponse fut « Sur la Lune ». Encore mieux, connaissant au CNES des ingénieurs travaillant sur les caméras infrarouges des satellites d'observation de la Terre, je posai la même question et reçus la même réponse « Sur la Lune ». Météosat de troisième génération. En 2009, après des études préliminaires, l'ESA, agissant pour le compte de Metsat, lance l'appel d'offres pour une troisième génération MTG. Le concept évolue fortement par rapport aux deux générations précédentes, puisque deux types de satellites seront mis en œuvre, tous deux stabilisés 3 axes, alors que les deux générations précédentes étaient spinées, avec une très grande précision de pointage. L'augmentation du temps d'observation de 5 à 100% par rapport à la solution de stabilisation par rotation est indispensable pour satisfaire les besoins futurs qui exigeront des gains en résolution spatiale, en cycle de répétition et en rapport signal sur bruit. Ces satellites seront un imageur MTGI et un sondeur infrarouge MTGS. Compétition industrielle. Deux groupes industriels sont en compétition menés par Thales Alenia Space avec une maîtrise d'œuvre française et par EADS Astrium Satellite avec une maîtrise d'œuvre allemande, le choix devant être fait avant la fin de l'année 2009. En début 2010, le choix tarde à se faire, des intérêts politiques entrant en jeu dans une compétition franco-allemande. Le 19 mars 2010, l'ESA annonce avoir choisi l'équipe menée par Thales Alenia Space pour entamer la négociation finale pour un contrat à signer courant juin. Le 22 juin 2010, le Conseil de Metsat adopte la proposition de Thales Alenia Space. Une autorisation de démarrage ATP est signée le 18 novembre 2010. Le chef de projet Thales Alenia Space à Cannes est Alain Lamotte, après avoir été chef de projet Météosat seconde génération. Comme pour les deux premières générations, la maîtrise d'œuvre ainsi qu'une part importante de réalisation sont effectuées dans le centre spatial de Cannes-Mandelieu. Le satellite MTG ont une masse supérieure à 3,6 tonnes, dont 600 à 800 kg d'instrumentation. L'instrument principal des MTGI est un imageur fonctionnant dans 16 longueurs d'onde, allant de la lumière visible à l'infrarouge thermique et fournissant une image toutes les 10 minutes avec une résolution spatiale comprise entre 1 et 2 km. Une résolution temporelle de 2,5 minutes et une résolution spatiale de 0,5 km peut être obtenue dans certaines longueurs d'onde. L'instrument secondaire est là pour cartographier les éclairs. L'instrument principal des MTGS est un sondeur infrarouge fournissant les principales caractéristiques du profil vertical de l'atmosphère, température, humidité, vent, ozone, avec une résolution spatiale de 4 km et une fréquence horaire. L'instrument secondaire est le sondeur Sentinel-4, un des composants du segment spatial du programme Copernicus, développé conjointement par la communauté européenne et l'Agence spatiale européenne, devant mesurer les concentrations de gaz à l'état de trace et des aérosols présents dans l'atmosphère terrestre. La plateforme est une Small Geo Luxor développée par OHB à Brême et commune aux deux versions des MTG. Elle est stabilisée 3 axes. Ses dimensions avant déploiement des panneaux solaires et antennes sont de 2,3 par 2,8 par 5,2 mètres. L'énergie est fournie par 2 panneaux solaires déployés en orbite capables de produire plus de 2000 watts. La durée de vie de la plateforme est au minimum de 8,5 années. Le satellite emporte une quantité d'ergols suffisante pour 11,5 années de fonctionnement. Le contrôle d'aptitude s'appuie sur des viseurs d'étoiles et est assuré par 5 roues de réaction qui doivent compenser notamment les impulsions liées au mécanisme des instruments embarqués. Le système de propulsion comprend le moteur d'apogée à ergols liquide de 400 N de poussée
qui est chargé de placer le satellite sur son orbite géostationnaire depuis l'orbite de transfert géostationnaire, ainsi que 16 petits moteurs de 10 Newton de poussée utilisés pour maintenir l'orbite et désaturer les roues de réaction. Les deux types de moteurs utilisent des ergols liquides, hydrosine et peroxyde d'azote. L'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen, bien sûr nous avons la fête, et puis notre loi de vin, et Dieu que les roses sont belles à Göttingen, nous avons nos matins blêmes, l'emprise de Verlaine, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sauver.